Bonjour, je suis Anouk pour la TCBH. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Marie Dugas, maire de Notre-Dame-des-Neiges, qui nous a décrit les différents dossiers de la ville. On écoute ça. Alors bonjour tout le monde, Jean-Marie Dugas, je suis le maire de Notre-Dame-des-Neiges dans probablement sa dernière année parce que le décompte est commencé. Les élections devraient avoir lieu en principe le 5 novembre 2025. Alors on va vous parler un peu de ce qui s'est passé dans notre année, mais aussi des choses qui s'en viennent et ça tombe bien parce que la fin de semaine dernière, on avait une réunion, ce qu'on appelle un lac à l'épaule avec tous les membres du conseil. Dans les gros sujets qui sont d'intérêt pour les gens lorsqu'on les rencontre. Il y a évidemment l'étude de regroupement pour Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles. Les choses avancent, je dirais avancent bien, mais il n'y a pas de résolution ou de proposition concrète jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu non plus de négociations qui ont été faites entre les deux municipalités pour voir comment ça fonctionnerait. Si jamais le développement se faisait assez rapidement, il y aurait une possibilité que pour des municipalités en voie de regroupement fusion, soit reporté, par exemple, en 2026 au printemps, là, mars ou avril, dépendamment des besoins. Et la façon dont ça fonctionne, si le ministère accepte la proposition de regroupement fusion, si ça devait avoir lieu. Alors, à ce moment-là, c'est le ministère qui détermine comment ça va se faire et on siégerait à deux conseils. Ça peut être un mois, c'est le maire de Notre-Dame-des-Neiges qui est le maire de la future municipalité et le mois suivant, donc en alternance selon ce qui s'en vient. Mais ça, c'est pas encore là. On va tenir évidemment des consultations publiques auprès des gens, les tenir informés et jusqu'à si la demande était faite par un nombre requis de citoyens, il y aura à ce moment-là un référendum pour voir si les citoyens acceptent ou pas. Et c'est vrai pour les deux municipalités, la ville et Notre-Dame-des-Neiges. C'est une étude qui a été faite en deux étapes. La première étape, c'est plutôt historique, si on veut. On regarde, parce qu'on sait que historiquement, Notre-Dame-des-Neiges s'appelait Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles et c'était une seule municipalité. Et dans le temps, il y a eu une divergence entre le côté rural et le côté urbain. Et il y a eu à ce moment-là la scission entre les deux municipalités, de sorte qu'elle est ce qu'elle est maintenant aujourd'hui. Il y avait eu dans le temps, il y a peut-être une dizaine d'années, le début d'une étude sur une possibilité de regroupement fusion, parce que nous, lorsqu'on parle de regroupement, ça peut être regroupement de plus de services encore, ce qui pourrait être fait, mais c'est pour ça qu'on parle et de regroupement, et en termes, si on parle de fusion, c'est qu'à ce moment-là, il y a vraiment juste une municipalité. Dans le développement de la première portion historique et où on en est, genre organigramme possible d'une nouvelle municipalité, parce que selon la loi, vous le savez, les deux municipalités conservent leurs employés. Donc, ça ferait plus d'employés pour la même municipalité. On regarde un peu ce que certains employés pourraient faire comme travail plutôt que ce qu'ils font actuellement, afin d'utiliser les ressources en pleine capacité. Et la deuxième étude, c'est vraiment en termes de chiffres, parce que la santé financière ou le portrait financier de chacune des municipalités n'est pas le même. Alors, on ne veut pas faire porter aux citoyens d'une municipalité par rapport à l'autre, par exemple l'endettement qui a été fait au cours des ans ou le taux de taxation, tout ça doit se faire là, de la façon la plus douce possible. Et dans les discussions qu'on a eues avec le ministère des Affaires municipales qui fait l'enquête de façon impartiale, c'est pas chacune des municipalités qui fait son enquête. On produit les chiffres au ministère, mais le ministère fait son travail et on regarde actuellement probablement là, de ramener les choses à une seule entité sur une période de 8 ans. À savoir que si les taux de taxation sont différents, on les ramène tranquillement pas vite, de sorte qu'on va se retrouver tout le monde sur le même pied d'égalité dans 8 ans. Mais où on en est actuellement, c'est sommaire, mais au moins, là, on a un cadre qui devrait nous être fourni d'ici les fêtes, j'imagine. Puis, à partir de là, les négociations entre les deux municipalités pour
ne serait-ce que quel nom va porter la future ville, si jamais ça se faisait. C'est toutes des petites choses, mais c'est des choses parfois qui irritent les gens. Pour avoir été à Gatineau actuellement, dans le temps où la fusion s'est faite, c'était Hull, vous aviez Gatineau, qui était Gatineau à l'époque, Aylmer, alors tout ce monde-là, éventuellement, là, mais il a fallu prendre une décision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est rendu Gatineau. C'est que c'est le genre de choses que nous, on va faire. On regarde également la situation de la ville et village de Plessisville, qui est pas identique, la situation n'est pas identique, mais elle est semblable, à savoir une proportion de 1/3, 2/3 de la population, là, parce que Trois-Pistoles est aux alentours de 3200, un peu moins, et Notre-Dame-des-Neiges, 1200, un peu moins, 1164, dépendamment des rapports qu'on regarde, là. Alors, c'est la même dynamique dans les deux cas. Puis, c'est un exemple à suivre, et ça semble fonctionner jusqu'à maintenant, là, au dernier rapport que j'ai eu. Dans un autre domaine, vous savez que les citoyens de Notre-Dame-des-Neiges et des membres du Conseil font partie du comité de vigilance et de surveillance pour le pont de l'autoroute 20. Il y a donc une réunion qui s'est tenue au mois d'octobre. Et évidemment, le projet n'a pas changé. Il est exactement où il était, je vais vous dire, il y a 10 ans, là, sauf la réalisation d'un contrat qui a été donné à une firme de 3 firmes d'ingénieurs, chacune faisant ces choses, pour commencer à un design ou des propositions pour la possibilité d'un pont. Dans les échéanciers, quoi qu'en disent les gens, il ne semble pas probable d'avoir quoi que ce soit sur le terrain dans les 5 ou 6 prochaines années. Les choses pourraient aller un petit peu plus rapidement, mais actuellement, ce qui est prévu, c'est entre 4, 5 ou 6, là, très peu probable à 4. D'autres rencontres viendront avec les firmes d'ingénieurs, avec le comité, puis à ce moment-là, ben, on décidera également de bien informer le public, ce qui a déjà été fait. Là, un communiqué a été présenté à la fois sur la page Facebook de la municipalité et également dans le bulletin municipal mensuel. Au niveau de la 293, l'information qui est sortie est bonne, à savoir que le ministère, au départ, avait le projet de monter l'aqueduc et l'égout en 2025 pour le long de la 293, mais dans la réalisation des plans et devis, le ministère et les firmes qui informent le ministère lui ont fait comprendre que ce serait beaucoup moins cher. En tout cas, on va sauver de l'argent, et la municipalité et le ministère, si ça se fait en même temps que la route elle-même qui est prévue en 2026. Et le ministère, pour ce qui est de la municipalité, là, les discussions qu'on a eues avec le ministère, c'est qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires ou très peu. Le ministère va tenter de partager s'il y a des coûts qui augmentent parce que c'est reporté d'une année. Donc, on regarde à 2026 pour les travaux et de la 293 et de l'aqueduc-égout pour nos citoyens qui sont jusqu'au niveau du deuxième rang. Au niveau maintenant des infrastructures routières, la bonne nouvelle, les plans de révision des routes, c'est-à-dire que plus la route est dénigrée ou est usée un petit peu, comme on a la route du Sceau ici, le long de la rivière, jusqu'à maintenant, elle n'était pas reconnue comme dégradée au point où le ministère pouvait subventionner. Et on parle de 2,8 km à peu près, là. Et on est maintenant, on a l'autorisation de demander, et normalement, là, ça devrait être acquis, que le ministère va subventionner à hauteur peut-être même jusqu'à 85% ce trajet-là. Et c'est probablement notre avant-dernière route où on doit vraiment investir parce que ça commence à être un peu difficile là, même de rouler. Puis il y a de plus en plus, compte tenu des infrastructures qui se sont construites depuis, il y a quand même beaucoup de véhicules qui passent dans ce coin-là. Ça devrait être une assez bonne chose. Dans les autres activités qu'on a eues à la riveraine et qui ont été de grands succès,
Puis ça nous amène à travailler encore davantage, à savoir le volet spectacle. Donc, dans le cadre de notre rencontre des membres du Conseil en fin de semaine, on a déterminé qu'on allait de l'avant avec des travaux à l'interne. On espère que les travaux seront subventionnés et je pense qu'on a de bonnes chances, encore une fois, parce qu'on y va de petit pas à petit pas. On croit beaucoup au petit train va loin et y aller selon le niveau de notre capacité de payer. Puis, dans cette dynamique-là, l'intérieur de l'Église va être un peu modifié, sinon beaucoup modifié. On retirerait une bonne portion des bancs actuels, même si on essaie d'en conserver, pour en faire un genre de bar, si vous voulez, là, où il y aura des tables et des chaises surélevées. Enfin, là, on commence à peine de faire l'analyse, mais avant de faire ça, évidemment, et là, on a une subvention qui est déjà acquise, on doit solidifier le plancher, là, parce qu'on se comprend que ça a été construit il y a déjà plusieurs années. Enfin, beaucoup d'activités également, même on a commencé à parler de la neige n'est pas encore là, mais de la Saint-Jean-Baptiste, parce que la municipalité, on le fait en rotation avec la ville de Trois-Pistoles, et cette année, ça devrait être notre tour. Et on entend probablement, là, c'est encore une fois une programmation qui est très sommaire, mais les discussions nous indiquent probablement l'usage de la riveraine pour les festivités du 24 juin l'an prochain, en 2025. On continue à travailler, et ça, il y a des coûts qui sont reliés à ça aussi, sur les infrastructures. On améliore, et de beaucoup, là, avec du numérique, la capacité de vérifier les volumes d'eau et la façon dont le pompage se fait au niveau des égouts. Et en termes de réseau, il y a la ville également qui est en train de regarder à rajouter peut-être un bassin pour augmenter la capacité de couvrir en eau les différents projets et de la ville et de la municipalité en termes de construction, parce qu'on sait, par exemple, lorsqu'on se parle du volet 293 et de l'aqueduc et de l'égout, à chaque fois qu'on rajoute des maisons, bien, la capacité diminue d'autant. Alors, pour que la ville et nous soyons capables de continuer à se développer, alors à ce moment-là, il va falloir augmenter la capacité du réseau. Mais encore une fois, ce sont des projets pour à la fois la ville et pour la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. En termes d'urbanisme, comme je vous disais, la numérisation nous amène également à pouvoir vérifier à distance plutôt que d'être obligé d'envoyer des employés descendre dans des trous d'hommes. Alors à ce moment-là, ça se fait simplement par vérification à partir d'une application qui est fournie avec les différents pompes numériques. Dans les développements qui s'en viennent, on est en partenariat aussi, et c'est d'où l'idée de regroupement, comme vous voyez, là. On a beaucoup de choses avec la ville de Trois-Pistoles, et c'est ça qui a amené peut-être les deux entités à regarder les possibilités s'il y avait moyen d'épargner à certains niveaux. On a donc la Corporation du motel industriel, c'est lorsque vous passez sur la 132, vous voyez un gros panneau qui dit tant de mètres qui sont disponibles, et les deux le conseil de la CIAMI, qui est composé des deux entités de la ville et de la municipalité. On commence à être beaucoup plus proactif parce que des terrains, il y en a à peu près plus de disponibles. C'est un enjeu qu'on a également avec ce qu'on appelle la CPTAQ, là, en termes de protection du territoire agricole. Alors, dans cette dynamique-là, on essaie assez fort de se permettre un développement. On est conscient, là, tous les gens qui se promènent, qu'il y a des terrains qui ne sont pas du tout des terres agricoles, qui ne sont pas du tout utilisés à ces fins-là, mais que la CPTAQ considère toujours comme des terres agricoles. Donc, on travaille un petit peu avec ça, et vous avez peut-être vu dans les nouvelles également, Québec, le gouvernement du Québec est en voie d'imposer une restriction importante de 300 mètres entre une nouvelle construction et la voie ferrée. Alors, c'est un impact important autant pour la ville que pour la municipalité, parce qu'on le sait, la voie ferrée passe en large dans les deux municipalités.
Au niveau de la sécurité civile, même si on était bien approvisionné de ce côté-là, au niveau de Notre-Dame-des-Neiges, encore une fois, on a unifié les façons de procéder avec la ville de Trois-Pistoles et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, de sorte que maintenant, on a seulement un cahier en matière de sécurité civile. On a les mêmes numéros, les mêmes personnes contacts, et ça devrait nous permettre d'économiser substantiellement, là, parce que chaque fois qu'on doit faire des mises à jour, il y a des frais qui sont rattachés à ça. Et on payait chacun de notre côté, alors que maintenant, bien, une mise à jour se fait dans les deux municipalités. Cela dit, ce qui est important également, et étonnamment, les gens embarquent, mais pas tous les gens. Et ça, c'est important. On a un système où on peut rejoindre tous nos citoyens, peu importe la situation. On le fait soit par téléphone régulier, ce qu'on appelle les lignes fermes, là, soit sur le cellulaire ou soit par courriel. Et c'est juste une inscription que vous faites au niveau de la municipalité, vous donnez votre numéro ou encore votre adresse courriel, ou les trois si vous voulez, et ça se fait dans un clic. Alors, s'il y a des interventions importantes comme ça arrive, par exemple, il y a une semaine dans le cadre des grandes marées, là, heureusement, il n'y avait pas de vagues parce que le fleuve et la rivière étaient au niveau de la rue, sur la rue de la Grève. S'il y avait eu à déborder, bien, à ce moment-là, on aurait avisé nos gens de se préparer peut-être à devoir trouver une ressource pour être hébergé ailleurs en cas de danger. C'est pas arrivé, mais on est rendu là, nous aussi, et nos services de l'administration travaillent très fort avec les ministères pour essayer de travailler davantage ces portions-là, de sorte qu'on sécurise les infrastructures municipales, parce que chaque fois qu'on en est là, bien, ça gruge un petit peu de terrain, puis on s'approche du pavage. Puis quand on s'approche du pavage, bien, on s'approche également de l'infrastructure souterraine, à savoir l'aqueduc et l'égout. Donc, on travaille très fort là-dedans, mais ça coûte très cher, comme vous savez, si vous surveillez les bulletins de nouvelles moindrement. Là, ça ne se compte pas en milliers de dollars, ça se compte en millions de dollars. Les discussions de notre fin de semaine également, de notre lac à l'épaule, on commence à regarder parce que pour recevoir des subventions des ministères, différents ministères avec qui on fait affaire, entre autres du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on doit être capable de démontrer que nos consommations sont légitimes et selon le niveau requis par le gouvernement du Québec. Et actuellement, j'imagine qu'il y a des fuites d'eau. Notre consommation est considérée, puis le gouvernement ne tient pas compte là, des fuites en soi. Donc, on se retrouve avec une population qui utilise plus d'eau que la moyenne provinciale. Alors, on travaille là-dessus, puis on a déjà une quarantaine, et sous toute réserve, de compteurs d'eau qui ont été installés dans certains commerces et certaines habitations, mais ça devrait venir comme les autres villes où on va le faire pour toutes les habitations sur le territoire. Ce qui m'amène aussi, là on parle d'infrastructure. Vous savez que depuis le départ de la récupération des Basques, c'est un contrat particulier avec Rivière-du-Loup qui maintenant s'occupe de la cueillette des sacs. Et là, il y a une remise de bacs qui va être faite au cours des prochaines semaines dans les Basques, mais l'usage du bac n'est pas permis avant le 1er janvier. Le contrat actuel, c'est pour ramasser des sacs et l'équipement pour faire la cueillette des bacs en plastique, je vais utiliser le mot, là. Mais c'est seulement à partir du 1er janvier. Prenez-en note parce que tout le monde s'attend à ce que des gens vont mettre leur bac au chemin, mais il ne sera pas ramassé. Donc, faites attention à ça. Au niveau également de la réfection, vous savez qu'il y a le quai de Trois-Pistoles, bien sûr, qui est utilisé par le navire L'Héritage. Mais ici, à Notre-Dame-des-Neiges, dans la rivière, on a également un petit quai, là, c'est plaisant d'aller voir, puis ne serait-ce que amener une chaise, puis regarder des couchers de soleil. Cependant, il y a besoin d'amour, parce que les marées affectent également cette infrastructure-là. Et ça fait déjà 2 ans qu'on y travaille. Il faut travailler avec la MRC, parce que le quai est quand même considéré comme étant
dans l'eau, c'est sûr, mais même si nous, le quai est là, il ne bouge pas, s'appliquent les mêmes règles que le développement des berges. Alors, à ce moment-là, ça nous prend des autorisations pour améliorer le quai. Et ça, on devrait le faire au cours de l'année 2025, là, passer l'hiver. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je remercie la Télébasque de se déplacer, puis de venir nous voir, puis de prendre de nos nouvelles. Et j'espère que ça va se continuer dans le temps. Depuis le mois de novembre 2024, environ 55 000 employés de Poste Canada, représentés par le syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, ont déclenché une grève nationale, notamment pour réclamer des meilleures conditions salariales et de travail. À Trois-Pistoles, quelques personnes syndiquées se trouvent actuellement devant le bureau de Poste Canada. Samedi dernier, Jean-Pierre Sylvestre nous a partagé sa passion sur les dinosaures. Une belle découverte à la bibliothèque Anne-Marie Damour de Trois-Pistoles. À la bibliothèque ce matin, c'est un petit peu tôt, mais c'est pas grave. On a une belle activité. Alors, M. Jean-Pierre Sylvestre est naturaliste spécialisé dans les mammifères marins. Il voyage et suit les baleines depuis plus de 30 ans, principalement en Antarctique, en Arctique, en Asie et en Amérique du Nord. Il est également photographe, reporter, animalier et l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, vingtaine, en zoologie, de même que de nombreux articles dans la presse canadienne et européenne. Alors, je vous laisse avec M. Jean-Pierre Sylvestre. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, justement, là, comme je suis spécialiste des mammifères marins, mais là, je fais un truc sur les dinosaures. Alors, vous allez me trouver ça bizarre. Alors, en fin de compte, pendant 10 ans, j'étais photo-reporter pour un magazine français qui s'appelait Minéraux et Fossiles, et j'étais le correspondant en Amérique du Nord. Ce qui faisait que j'ai fait beaucoup de voyages à travers les États-Unis et le Canada sur tout ce qui est fossile, sites fossilifères. Et j'ai beaucoup travaillé sur les dinosaures, que ce soit dans l'Ouest canadien. Là, j'ai justement apporté des morceaux de dinosaures qui viennent de l'Alberta. Et puis j'ai travaillé aussi aux États-Unis avec des paléontologues en Arizona et surtout Wyoming, et puis Dakota du Sud, Dakota du Nord, et puis encore Montana aussi. Et donc là, je vais vous parler des dinosaures parce qu'actuellement, les dinosaures sont peu connus et il y a eu un changement drastique au niveau des connaissances sur les dinosaures. Il y a ce qu'on appelle les avant 1980 et après 1980. Et justement par rapport à ça, on a toujours présenté les dinosaures comme étant des gros reptiles, bêtes et méchants. Et fin de compte, on a affaire à des animaux qui faisaient des grandes migrations. Et tout ça pour vous dire que, fin de compte, les dinosaures, eh ben, ils sont encore vivants. Et vous en voyez tous les jours des dinosaures. Même, je suis sûr que moi, j'en ai vu ce matin des dinosaures, hein, en faisant 15 km entre chez moi et ici. Les oiseaux. Et les oiseaux. Les oiseaux. Ah non, les tortues sont des reptiles. Les crocodiles sont des reptiles, mais les oiseaux sont des dinosaures. Et ça, je vais vous expliquer. Et ça, on le sait depuis même, ça fait un siècle et demi, qu'on se posait des questions sur les dinosaures. Parce qu'il y a des squelettes des dinosaures, on pensait que c'était des squelettes d'oiseaux. Et puis, fin de compte, ça s'avérait des dinosaures. Et justement, dans les années 80, on a trouvé quelque chose de spécial. Ça, c'est un crâne. Il ne marche pas mon truc dessus. Voilà. Donc là, vous avez un crâne avec une colonne vertébrale, et là, vous avez un duvet. Vous reconnaissez le tyrannosaure là-haut, cladogramme, et là, vous avez les oiseaux. Ce qui fait que le poulet que vous connaissez, c'est le petit cousin des tyrannosaures. Alors maintenant, quand vous allez voir un poulet, regardez-le bien, le poulet, parce que le comportement du poulet, c'est exactement le même comportement qu'avec le tyrannosaure. Ça vous, hein? C'est quand même pas mal, hein? Alors là, maintenant, quand vous mangerez un poulet, bah, vous mangerez le petit cousin du tyrannosaure, sauf qu'à cette époque-là, le petit cousin du poulet, bah, je pense que c'est plutôt lui qui va vous manger. Et les dinosaures ont été trouvés, enfin ont été découverts vers les années 1810 par des Anglais, et vers 1842, on ne reconnaissait que trois espèces complètement anglaises, notamment l'iguanodon et le mégalosaure. Ensuite, bien plus tard, vers les années 1860-70, on a trouvé d'autres dinosaures, notamment en Belgique, avec les iguanodons. Donc voici, ça c'est un iguanodon.
On a trouvé à peu près une vingtaine de spécimens en Belgique. Et à partir de, regardez, 1990, on connaissait moins de 300 espèces. 90, moi je suis né en 61. Et dans les années 60-70, on en connaissait à peu près 200 espèces. 80% des espèces qu'on connaissait ont été trouvées aux États-Unis. Ben, c'est bien sûr le stégosaure, comme celui-là, le diplodocus, comme celui-là, le brachiosaure qui a été trouvé en Amérique du Sud, et le fameux tyrannosaure qui a été trouvé aux États-Unis. Et à partir de 2000, regardez, en 2012, on en a décrit 870, et il y a 22 ans, on en a eu 585 espèces. Regardez le nombre d'espèces que nous connaissons en 2024, c'est 1600 espèces. Actuellement, on décrit 50 espèces de dinosaures chaque année. Et ça risque d'augmenter. Et quand je parle des dinosaures, on ne trouve pas que des dinosaures, des animaux gigantesques qui faisaient les 10 à 40 mètres de longueur. On trouve des tout petits dinosaures. Et donc les dinosaures ont vécu sur la Terre pendant 160 millions d'années. Reptiles et amphibiens et poissons ont le sang froid. À partir des oiseaux, c'est le sang chaud. Et les mammifères, nous, on a le sang chaud. Sauf que les dinosaures dérivent des reptiles. Donc automatiquement, pensant qu'ils avaient le sang froid. Or, on sait maintenant, en faisant des études sur les ossements de dinosaures, que ces animaux-là avaient le sang chaud. Juste à titre d'anecdote, vous connaissez le sud de la France, Aix-en-Provence, ça vous dit quelque chose? C'est une grande ville, très grande ville en France. Quand je dis très grande ville, c'est au niveau population, c'est égal à la ville de Montréal à peu près. Hein. Donc c'est même la ville principale des Bouches-du-Rhône. Et dans le centre-ville, quand je dis le centre-ville, c'est très peuplé. Hein. Et vous savez qu'en France, dans chaque ville, en dessous, il y a des ruines romaines, hein, il y a de l'histoire. Et ils ont voulu faire un parking souterrain. Ils ont creusé un parking souterrain dans le centre-ville, à côté de la mairie. Ils ont creusé, ils sont tombés sur des ruines romaines, donc l'ancienne ville romaine. Et dans ce cas-là, il y a une espèce de loi, une régulation en France, que dès qu'on trouve des sites archéologiques, eh ben, on arrête pendant 1 an ou 2 pour permettre aux archéologues de travailler sur ces ruines romaines. Donc ils ont mis 1 année pour travailler sur ces ruines romaines, et après, ils ont tout cassé, ils ont recreusé 1 mètre sur les ruines romaines. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 4000 œufs de dinosaures. Juste en dessous, à 1 mètre. C'est-à-dire que ces œufs de dinosaures-là, qui ont à peu près 70 millions d'années, et tout de suite 1 mètre au-dessus, vous avez à peu près 2000 ans. Il y a un terrain de 2000 ans, âgé de 2000 ans. Ça veut dire que le sud de la France, c'était une pouponnière de dinosaures. Et le truc, c'est qu'on a trouvé des œufs, mais on n'a pas trouvé les squelettes des animaux. Et ces œufs sont carrément vides. C'est-à-dire que dès qu'on commence à les ouvrir, on ne trouve pas les embryons des dinosaures. Ce qui n'est pas le cas pour certains sites comme la Chine, comme la Mongolie, et comme ici en Alberta, dans le Canada. C'est-à-dire qu'en Alberta, on a trouvé des œufs de dinosaures. Non seulement on a trouvé des œufs de dinosaures, on a trouvé des fœtus dans les œufs de dinosaures, puis on a trouvé des bébés de dinosaures qui étaient autour. On est tombé sur des pouponnières de dinosaures. En Chine, c'est à peu près la même chose. On a trouvé énormément d'œufs de dinosaures, et notamment plusieurs sortes d'œufs de dinosaures avec les bébés, et on connaît les espèces. C'est-à-dire qu'il y a certains dinosaures, on suit l'évolution de ces animaux depuis l'œuf jusqu'à l'adulte, et on les a de tous les âges. Crétacé inférieur, c'est le début, c'est vraiment la grosse période des dinosaures. Et regardez, déjà, Crétacé supérieur, il y a 100 millions d'années, les continents sont déjà formés. L'Amérique du Sud se détache de l'Antarctique. Là, vous trouvez le Québec, ici, avec un dinosaure. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on a trouvé des dinosaures au Québec? Ah oui. Non, on n'a trouvé aucun dinosaure au Québec. Et pour quelle raison on ne trouve aucun dinosaure au Québec alors qu'on sait qu'ils ont vécu ici? Durant le Pléistocène, c'est-à-dire l'ère quaternaire, c'est-à-dire entre 1 million d'années et 12 000 ans, il y a eu ici 4 périodes glaciaires. Enfin, sur toute la Terre, il y a eu 4 périodes glaciaires. La période glaciaire, ça correspond à des glaciers qui ont envahi du pôle Nord et qui descendaient jusqu'à New York. Et c'était des glaciers qui faisaient 4 km d'épaisseur. Ça veut dire qu'il y a à peu près, on va dire 12 000, il y a 15 000 ans ici, on a eu ici un glacier de 3 ou 4 km d'épaisseur. Ces glaciers, pendant à peu près 1 million d'années, ils ont carrément érodé toute la surface, donc tout le terrain qui correspond début du quaternaire, tertiaire et secondaire, tout ça, ça a été érodé, ça a été détruit complètement. C'est-à-dire qu'ici, les dinosaures qui ont vécu ici,
eh ben, leurs ossements, eh ben, ils sont en poussière. C'est pour ça qu'on ne trouve jamais de dinosaures ici au Québec. Mais ils ont vécu. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu plus en bas, là, du côté du Connecticut et tout ça, on a trouvé des traces de dinosaures, et on connaît l'animal, c'est un Dilophosaurus, et plus on descend, plus on va trouver des dinosaures. Et on sait que ces dinosaures-là ont vécu au Québec. Donc tous les monts qui sont du côté, tout ce qui est montagne, les Montérégies, là, toutes ces montagnes-là, voilà, Saint-Bruno et tout ça, ce sont des volcans qui sont rentrés en éruption durant la période des dinosaures. Donc c'est tout ce qui nous reste des dinosaures, uniquement des volcans qui s'appellent les Montérégies. Okay. Voilà. Ces animaux-là mettaient au monde un petit, enfin des œufs. Ces œufs, lorsqu'ils éclosaient, ils étaient livrés à eux-mêmes. Sauf que, au bout d'1 an ou deux, ben, le petit qui était de cette taille-là, il faisait déjà un monstre de 3-4 mètres de longueur. Et là, il était vraiment tranquille. Et là, on va commencer à parler des dinosaures carnivores. C'est très important. Parce qu'on en a trouvé plein. Quand on trouve beaucoup de dinosaures carnivores, ça veut dire que la faune était très abondante. Pour nourrir des animaux comme lui, l'Albertosaurus, qui est un tyrannosaure canadien qui a à peu près, on va dire, 65, à peu près 90 millions d'années. Alors dites-vous bien que cet animal qui faisait dans les 7-8 mètres de longueur. On a trouvé énormément de squelettes d'Albertosaurus en Alberta. Zaurus, ça veut dire Zaurien, Alberto, ça veut dire l'Alberta. C'est le Zaurien de l'Alberta. On a trouvé justement, rien qu'au Québec, rien qu'en Alberta, plusieurs espèces de tyrannosaures. Je vous ai montré l'Albertosaurus, mais il y a aussi le Daspletosaurus, l'Allosaurus et le Gorgosaurus. Et en même temps, on a trouvé le tyrannosaure. Rien qu'en Alberta. Alors si on a autant d'espèces de tyrannosaures, de dinosaures carnivores sur un site donné, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'herbivores. C'est normal. Vous ne pouvez pas trouver plus de lions qu'il y a de zèbres. S'il y a beaucoup de lions, c'est qu'il y a beaucoup de zèbres. C'est l'équipe de la nature. Alors celui-là, je vous laisse photographier un dinosaure canadien et québécois. Hop. Regardez, ça c'est le nord du Nunavut et des territoires du nord-ouest. Tout ça, c'est la zone de dinosaures. Vous voyez? Il mangeait quoi au nord? Je vais revenir là-dessus. Lui, on l'a trouvé en Alaska. Son nom, Nanoukosaurus. Alors c'est très marrant. Nanook, vous savez ce que c'est le Nanook? C'est l'ours blanc. C'est le nom donné par les Inuits à l'ours blanc. Et comme c'est un dinosaure carnivore, on l'a appelé le Zaurien Nanook, donc le Zaurien ours blanc. Vous vous souvenez du film Rencontre du troisième type? Oui. Cette montagne-là, oui, en forme, elle existe, c'est Devil Tower. Donc, le mec, son terrain est sur le Devil Tower. Le Devil Tower est un parc national, mais son terrain, il longe le truc. Alors on dit, oh putain, merde, c'est super beau, Devil Tower, tout ça. Et puis, on arrête, on est sur ce terrain, et je vois la fameuse tour du diable, là. Je dis, putain, c'est beau et tout ça, quand on se balade. Bourré d'ossements de dinosaures. Que des ossements de dinosaures, c'est fou, c'était... On marchait sur les ossements. La moindre petite pierre, c'était des ossements de dinosaures. Et là, j'ai trouvé un truc. Vous savez, on est tombé sur des tipi rings. Vous savez ce que c'est, tipi rings? Les Amérindiens, lorsqu'ils faisaient des tentes, leurs tipis, et la fondation, c'était des pierres qui disposaient en rond pour tenir la tente. Hein? Et bien, le tipi ring était fait à 90% d'os de dinosaures. Et des œufs de dinosaures, là. Donc, et celui-ci, il est plein ou pas? Eggs. C'est pas croyable que ce soit il est plein celui-ci. Alors, il y en a un qui est vide et l'autre qui est plein. Ça mangeait des plantes, des... Bonjour. Ah. Vous êtes qui déjà? Madame Folespace. Ah, vous pouvez nous enseigner la magie? Ah, c'est très intéressant ça. Oui, et ça tombe bien parce que justement, j'allais annoncer un spectacle qui s'est passé vendredi soir dernier. Écoutez. Vendredi soir dernier, c'était le spectacle de magie proposé par Topster à la salle multifonctionnelle de Saint-Mathieu-de-Riou, un spectacle mêlant magie, philosophie et musique. Voici quelques extraits. Donc, mon nom est Toby Beaulieu, je suis de Pointe-Négamouk, près de Saint-Éleuther, Sully, Escourt, ces coins-là. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie sur la côte du Pacifique, près de Vancouver. Je vis d'ailleurs à temps partiel sur la côte ouest et l'autre bord, ici au Québec. Donc, j'aime les deux.
Et mon but est de pouvoir travailler sur un nouveau genre de spectacle où les gens font ce qu'on parle dans la chanson. Donc, entre les chansons, on fait ce qu'il y a dans la chanson. C'est une nouvelle révolution dans le monde de la musique de pouvoir actualiser entre les chansons le contenu des chansons. Comme si on parle d'amour ou d'espoir ou de confiance, eh bien, je joue la guitare, je me laisse tomber, sans manquer de note, quelqu'un m'accueille derrière en me laissant tomber. Puis après, c'est la foule qui fait la même chose. Donc, c'est vraiment vivre en action, un peu comme un genre d'atelier ou un workshop. Et moi, je connais un petit peu les cantons de l'Est, à Sutton, ces coins-là. Il y a des coins merveilleux, mais en ce moment, je suis beaucoup plus dans la conception. Je fais des voyages sur la côte du Pacifique, puis bientôt, je vais être près de la Nouvelle-Zélande à faire une vidéo pour la réalité virtuelle avec les lunettes VR. Parce qu'il y a un couple qui s'appelle M. et Mme Popov du livre des Virtues Virtues Project. Puis comme producteur de VR, je vais me faire des biographies. Donc, je fais de la musique, de la magie, puis de la vidéo-biographie en VR. Fait que je fais plusieurs choses, mais je mets tout mon cœur. Bien, le VR, c'est pas véhicule récréatif, hein? Ne pas confondre virtual reality. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous me voyez, on se parle, puis ça aboutit sur un écran de télévision, un moniteur ou un téléphone ou une tablette. Mais quand on est en VR, c'est avec les lunettes Oculus. Et lorsqu'on a les lunettes Oculus puis qu'on fait une captation, on a l'impression d'être en présence de la personne, contrairement à un écran. On est immersé. Donc, avoir du contenu immersif est la nouvelle frontière pour faire vivre des choses aux gens comme s'ils seraient déjà sur place. Fait que voilà ce qu'est le VR. Puis moi, je le fais pour pouvoir faire partager l'essentiel de ce que les gens ont donné comme patrimoine spirituel. Exemple, les valeurs, les croyances, on en parlait durant le spectacle tantôt. Qu'est-ce qui est cher au cœur des gens? Fait que moi, c'est important de pouvoir faire popper comme du popcorn l'essentiel aussi, comme dit Ginette Renaud, pour que les gens aient accès à l'essence de la personne comme s'il serait dans son propre salon. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent « C'est-tu vrai la magie? » Il y en a qui se disent ça des fois, « C'est-tu vrai ou c'est truqué? » Ben, tout le monde dit « C'est truqué, on sait que c'est truqué. » Mais non, Hey, vous autres! Fait qu'ils disent « Ah, je sais! » Prends un petit foulard, il le met dans son bracelet. C'est facile? Non. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils font une petite boule. Ils mettent derrière deux doigts et ils disent « C'est disparu! » Est-ce que ce sera un bon magicien ou pas un très bon magicien? C'est la bonne réponse. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de vous montrer les 10 doigts. Chaque barre. Ça vous tente de voir ça? Oui. Parce que si dans le magicien qui peut vous montrer les 10 doigts, ça se peut que ce ne soit pas si, que ce soit même assez bon. Fait qu'on s'en va comme ça ici, on la regarde de nouveau, puis on va compter ensemble jusqu'à 3, puis j'enlève les manches pour être un peu honnête. J'ai dit un peu. Faut pas charrier, faut pas demander, faut pas trop pousser, OK? Fait qu'on va jusqu'à 3 ensemble. 1, 2, 3, comme ça ici. On le reprend de nouveau. Mais ce qui est spécial là-dedans, c'est qu'on a ce foulard-là, mais en quelque part, pourquoi ça m'aide? Merci beaucoup. T'es-tu fort, toi? OK, prends ça ici, puis tire. Tire fort. Tire, allez, faites fort. On l'applaudit, les amis. On l'entend le fond des yeux. OK, on va tire là-dessus. On est 1, 2, 3, tire. On tire fort. Il est bon. Un autre pour longtemps. Vas-y. Elle est dangereuse. 1, 2, regardez ça. On l'applaudit aussi. Puis là, maintenant, ce que je fais, c'est que je place ma main ici. Je place les gants légales. Lequel est le plus long? Le bleu ou le rouge? Le rouge! Le rouge! Et dans 3 secondes, on va se rendre compte qu'on s'est astiné dans le beurre. Comptez avec moi jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ils sont parfaitement identiques. On s'est astiné pour rien. On y va ensemble. 1, 2, 3. Je mets la couleur dans ma vie. On met la couleur dans nos vies. Allez-y. On met la couleur dans nos vies. On met la couleur plus fort. On met la couleur dans nos vies. On met la couleur dans nos vies. On met la couleur dans nos vies.
Merci beaucoup. Oui, de quel pays? Bravo, c'est la bonne réponse. Maintenant, quand je mets la main dans les airs, tout le monde va crier « Olé ». D'accord? Fait qu'on fait une fois ensemble. 1, 2, 3. Merci beaucoup! Parfait, ça. Allez, vraiment, moi, ça m'intéresse. Je prends rendez-vous avec vous très prochainement. Merci, à bientôt, Madame Folespace. Le Centre Alpha des Basques lance la pétition Traversons l'écran, une démarche qui permet à l'humain de rester au centre du service public. Ce mardi 19 novembre, les employés et des bénévoles étaient présents dans le centre d'achat de Trois-Pistoles pour faire signer la pétition. Ça fait 40 ans qu'on est dans les Basques, qu'on est un service. Tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur dire qu'on est un service essentiel dans notre communauté parce qu'on vient en aide aux gens qui veulent être des citoyens actifs, donc qui veulent réapprendre soit à écrire ou à lire ou à bien comprendre ce qu'ils lisent, à continuer à développer leurs connaissances en français, en mathématiques,
Puis, il y a aussi au niveau des 50 ans et plus, maintenant qu'on a un service au niveau de la gymnastique du cerveau, ça s'appelle Gym Cerveau. Donc, on offre aussi des ateliers dans ce niveau-là. Puis, comme je disais tout à l'heure, on se déplace sur le territoire des Basques qui est un petit peu grand. Fait que nous, on va dans les municipalités offrir nos services. C'est une pétition qui va être remise en chambre au Parlement, donc au gouvernement du Québec, probablement par un représentant du RGPAC. Le RGPAC, c'est le regroupement des centres d'alphabétisation du Québec. Puis, c'est eux qui chapeautent la pétition. C'est eux qui vont remettre cette pétition-là. En principe, aujourd'hui, c'est la journée internationale des signatures. Donc, tous les centres qui sont affiliés avec le regroupement devraient faire signer dans un endroit public ou à leur centre ou ailleurs la pétition. Elle circule quand même depuis 6 mois, cette pétition-là. À venir jusqu'à présent, la semaine passée, on avait 5400 signatures de ramasser. Puis, d'ici février, fin janvier, je dirais, on voudrait atteindre le 10 000. La pétition est en ligne pour ceux qui sont habiles avec ça. Sinon, vous pouvez appeler le député ou le rejoindre sur les réseaux sociaux ou par courriel. Puis, c'est pas tout le monde qui a l'habileté ou les moyens financiers d'avoir une tablette, un ordinateur, d'avoir Internet, de comprendre aussi les formulaires ou se diriger sur le portail du gouvernement du Québec. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être habile là-dedans. Les gens peuvent nous appeler, on peut se déplacer, ils peuvent venir au bureau ou au centre, puis signer la pétition si le désir. Oui, le centre d'alphabétisation des Basques, au 15 Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles, juste à côté du centre de service scolaire, 2 bâtisses après l'hôtel de ville. Sinon, nous, on se déplace sur le territoire. Donc, c'est possible de venir nous rencontrer aussi dans un de nos ateliers, juste appeler au centre pour prendre rendez-vous. Au 418-851-4088, 851-4088. La COP Carotte est ravie d'annoncer le début officiel de ses activités et convie la communauté à une journée porte ouverte le 23 novembre prochain pour découvrir son fonctionnement et les produits offerts. Cette journée porte ouverte sera une belle occasion de rencontrer les membres de la coopérative engagés dans une alimentation durable et solidaire et mieux comprendre l'impact de chaque achat sur l'économie régionale. Ce sera de 10h à midi au 26 rue Joly à Rivière-du-Loup. Le 25 novembre à 20h, au Grain de Folie de Trois-Pistoles, ce sera Rick et les bons moments qui nous proposera le lancement de son album Testament, un concert folk rock à ne pas manquer. Le 29 novembre prochain, c'est la grande collecte de denrées pour soutenir les personnes en situation d'insécurité alimentaire de notre communauté. Ce sera de midi à 17h à la MRC des Basques au 41 rue Notre-Dame-Ouest. Cette collecte vise à rassembler des denrées non périssables ainsi que des dons en argent qui seront redistribués dans les services de dépannage alimentaire. Le 30 novembre prochain, au caveau de Trois-Pistoles, ne manquez pas Sébastien Haché qui nous présentera son spectacle Tiré à blanc, un spectacle qui traite d'infertilité et de résilience. Dans ce spectacle au thème unique, l'humoriste nous raconte son parcours atypique afin de mettre au monde un héritier. Comme chaque année dans le parc de l'église, les employés municipaux ont mis en place le sapin de Noël pour Noël 2024. On a bien hâte de le voir s'illuminer sous nos yeux.
C'était Anouk pour la TCBH. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous disons à la prochaine.